Marie-Lise Léon est notre invitée ce matin, secrétaire générale de la CFDT. Soyez la bienvenue sur LCI. Vous étiez hier à Matignon pour rencontrer Michel Barnier. Avant que nous n'entrions dans le détail de vos échanges, peut-être, je voudrais savoir si vous y êtes allé pour faire passer un message ou pour écouter ce que le Premier ministre avait à vous proposer. Ah non, c'est d'abord les propositions de la CFDT. C'était l'objectif premier pour mon organisation. C'est de rencontrer le Premier ministre pour lui dire il y a des vrais sujets, il y a des attentes importantes de la part des travailleurs et des travailleuses sur les enjeux de pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur le travail, sur la transition écologique. Et donc c'était faire entendre cette voix-là dans un contexte où ça fait quand même quelques semaines où il y a beaucoup de personnes que je vois au travail qui ont le sentiment qu'on les écoute plus beaucoup. Donc, est-ce que vous l'avez trouvé à l'écoute ? À l'écoute, oui, à l'écoute. Avec des questions très précises, c'est-à-dire intéressé à voir qu'est-ce que la CFDT pouvait avoir comme position, mais surtout comme proposition. Et, donc, sur les retraites, par exemple ? Sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, la pénibilité, l'assurance chômage, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Enfin, tous les sujets ont été balayés, en tout cas tous ceux que la CFDT a voulu mettre en avant. Il ne vous a pas dit non ? Et il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui non plus. Mais du coup, je le comprends. C'est une question de respect aussi pour l'ensemble des organisations qui seront reçues à partir de. Enfin, il y avait d'autres rendez-vous hier après-midi. Il y en a aussi aujourd'hui. Et donc, ce temps d'écoute, il a été constructif parce que je pense qu'il a véritablement voulu rentrer dans le fond des sujets et il était attentif à ce qu'on ait des propositions concrètes. Et nous, ce qu'on porte, c'est à la fois ce que veulent les travailleurs et les travailleuses, mais c'est aussi que chacun prenne ses responsabilités. Et donc le ton, vous diriez, que le ton a changé. C'est une nouvelle ère, c'est plus comme sous le gouvernement de Gabriel Attal. Comme ça n'était pas le cas avec Jean Castex ni Elisabeth Borne, chacun son style. Voilà. Après, beaucoup nous ont dit on va changer de méthode, peu l'ont vraiment pratiqué. Je veux laisser le bénéfice du doute à Michel Barnier. Quelle est la priorité, Marie-Lise Léon ? Dans l'agenda politique, il y a une niche parlementaire, par exemple, du Rassemblement national, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Monsieur Barnier a dit, je le cite, je vais réfléchir au contour de cette réforme, à ce qu'il peut advenir sur le sujet. Je rappelle que ça a mis des millions de Français dans la rue, mais que le gouvernement d'Emmanuel Macron à l'époque n'avait pas cédé. Est-ce que, par exemple, ça, c'est la priorité de la CFDT ? C'est un sujet extrêmement important. Pourquoi les retraites, c'est important ? Parce que c'est le reflet de ce qu'est une carrière professionnelle. Donc, l'important n'est pas tellement de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est sur la table, notamment côté Assemblée nationale avec le RN qui ne regarde qu'au prisme des paramètres en faisant semblant de faire du social. Le vrai sujet, c'est l'emploi des seniors, la prise en compte de la pénibilité, le déroulement de carrière des femmes et notamment qu'elles ne soient pas pénalisées au moment de leur retraite. La prise en compte des enfants, par exemple, ça c'est une conséquence directe. La question des polypensionnés, quand on passe, et il y a de plus en plus de parcours entre le public et le privé, lorsque l'on fait, et on peut d'ailleurs osciller du privé vers le public, puis vers le privé, c'est un véritable casse-tête, c'est un parcours du combattant. On peut être travailleur indépendant, effectivement, c'est aussi le développement de ce type d'activité. Donc, les sujets de retraite, c'est pas l'âge. Enfin, je pense on s'est suffisamment mobilisé, on n'a pas toujours été entendu. Mais la question des retraites, ça n'est pas qu'une question de 62, 63, pardonnez-moi, 64. Alors sur ce point, parce que c'est très très important, et pour les gens qui nous regardent, parce que c'est le marqueur. C'est le marqueur pour tous les Français, l'âge de départ. Donc vous nous dites ce matin, ça n'est pas l'essentiel. La question de l'âge est un problème parce que c'est le seul angle qui a été abordé par la réforme portée par la ministre Elisabeth Borne. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'il y a tous ces sujets qu'on a évoqués. La pénibilité, l'emploi des seniors, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, les polypensionnés. Ce sont des vrais sujets. Il faut pouvoir les traiter. Mais tant que les 64 ans continuent de se mettre en place progressivement, la discussion... Mais est-ce qu'il est ouvert à ça, monsieur Barnier ? C'est la position de la CFDT, c'est ce qu'on lui a présenté. Il ne s'est pas prononcé sur la façon dont il allait aborder cette réforme. Je pense qu'il va tenir compte de l'ensemble des positions des organisations syndicales, patronales, et puis reste à voir aussi ce qu'il a comme marge de manœuvre au Parlement. Donc là, nous, on a fait notre boulot d'être dans la clarté, je pense, de notre position. Mais est-ce que votre position a évolué ? On a des chiffres aujourd'hui. Il y a tous les équilibres que vous évoquez. La retraite, c'est un moment de la vie. C'est aussi une problématique d'équilibre budgétaire. On sait, par exemple, que à partir de 2030, le système est structurellement déficitaire. Et on ajoute d'ailleurs
l'aide d'État annuelle de 30 milliards d'euros qui couvre le déficit naturel des pensions du public. Donc, au fond, il y a un déséquilibre budgétaire. Est-ce que ça vous a amené à revoir votre position ? Alors, je tiens à rappeler que la question d'équilibre budgétaire a toujours été un sujet pour la CFDT. C'est-à-dire que moi, je refuse qu'on me fasse le procès en irresponsabilité, d'avoir porté les 60... de dire il ne faut pas toucher aux 62 ans, il faut travailler sur d'autres critères, en faisant penser que la CFDT ne s'est jamais préoccupée de l'équilibre financier. C'est exactement ce que l'on a fait en septembre 2022, en disant il faut traiter de l'ensemble des sujets du travail et des déroulements de carrière, et il faut une conférence de financement, c'est-à-dire qu'on mette à plat l'ensemble des éléments budgétaires. Ça, on était prêts, et on est toujours prêt à le faire. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on me donne des arguments a posteriori, et en disant ah ben aujourd'hui la situation elle a changé, elle s'est dégradée, donc on justifie que le fait que l'âge légal ait été déplacé. Je pense que ça n'est pas... c'est incompréhensible pour les travailleurs et les travailleuses. Il y a un besoin de financement additionnel. Il y a un besoin de financement. Qui doit l'apporter selon vous ? Les salariés, les entreprises, l'État. Il y a 3 agents économiques. Si on travaille sérieusement sur l'emploi des seniors et qu'on augmente le taux d'emploi des seniors, qui est aujourd'hui de 60%, si on progresse à un des pires taux européens, on fait rentrer plus de recettes pour le régime des retraites. Alors justement... oui, mais ça veut dire qu'il ne faut pas bricoler en se disant, d'un côté, on va garder les 64 ans et se dire, on a eu raison de le faire parce qu'aujourd'hui, la situation s'est encore plus dégradée. Il faut remettre les choses à plat. Madame et ça, Léon, c'est valable pour les retraites comme sur la fiscalité en général. Ce qui est évidemment un sujet lié, vous parliez de l'emploi des seniors. Le précédent gouvernement voulait réformer l'assurance chômage pour encourager les travailleurs à retourner vers l'emploi. C'était son propos. Gabriel Attal appuyait sur pause dans un contexte politique extrêmement complexe, tendu. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, à Michel Barnier sur le sujet hier ? Alors, j'allais vous demander ce qu'il vous a dit, mais vous allez me répondre qu'il n'a pas dit grand-chose. Non, mais moi, ce qui intéresse, j'espère que ce qui vous intéresse, c'est ce que moi j'ai dit. Bien sûr. Donc en fait, la question, nous, on a dit banco, on fait une négo flash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 6 mois pour négocier sur l'emploi des seniors. On reprend l'accord d'assurance chômage qui a été conclu en novembre 2023. On a eu une lettre de cadrage. On nous a demandé de faire un certain nombre d'économies. On a trouvé un équilibre. Vous l'avez fait. On l'a fait. Mais quand je dis partage des responsabilités, c'est que la CFDT, elle a pris ses responsabilités avec d'autres organisations syndicales en disant on est d'accord. On y tire d'ailleurs, dans cet accord, la possibilité d'avoir des conditions d'entrée dans le régime qui permettent à des jeunes d'être mieux sécurisés et de pouvoir accéder à l'assurance chômage de façon plus facile. Ça, c'est un enjeu pour la CFDT. C'est quoi négociation flash, Madame Léon ? Négociation flash, c'est de se dire, les règles actuelles, elles sont valables jusqu'à la fin du mois d'octobre. Moi, je dis au gouvernement, vous reprenez l'accord assurance chômage d'octobre 2023, on le complète par des engagements des entreprises sur l'emploi des seniors, parce que c'est quand même le sujet du partage des responsabilités, c'est aussi que les entreprises arrêtent de virer les gens à 50 ans. Les jeunes et les seniors. Oui, exactement. C'est les deux enjeux de notre société. Et la négo flash, il n'y a pas besoin de 3 mois ou 6 mois pour négocier. Quand on veut aller vite, on peut le faire. Vous êtes installée sur cette chaise, Madame Léon. Vous avez dit que les questions de pouvoir d'achat sont centrales pour la CFDT. Nous en avons parlé hier avec Michel Barnier. Faut-il revaloriser le SMIC ? Et si oui, le porter à quel niveau ? Et derrière, pour les autres, que faut-il faire ? Comment est-ce que vous allez accompagner les entreprises pour qu'elles-mêmes puissent augmenter les salaires dans le siège d'un SMIC ? Ça, c'est tout l'enjeu du débat autour du SMIC, c'est qu'il y a la question du niveau. Je pense qu'on ne vit pas dignement quand on est au SMIC, donc il faut revoir le niveau. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, puisqu'il y a eu plusieurs propositions, notamment de différentes formations politiques. Et bien, un chef d'entreprise, le salaire décent. Oui, il y a des travaux aujourd'hui. Oui, mais ça dépend effectivement. À Clermont-Ferrand et 3 500 à Paris. Et des contraintes de logement également. Donc la question. Mais moi, ce qui m'intéresse, pas tellement le niveau, c'est effectivement, il doit être augmenté, mais c'est la façon dont on reste pas scotché au SMIC toute sa vie. Aujourd'hui, on a un taux de personnes au SMIC qui n'a jamais été aussi fort
depuis 20 ans, on a 17% des salariés au SMIC qui, pour certains, restent 5, 10, 15 ans. Ça, c'est inacceptable. Le SMIC, c'est le salaire d'entrée dans la vie active lorsqu'on n'a pas de qualification. Et derrière la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la reconnaissance du travail, des compétences développées et la façon... Moi, je ne fais pas un déplacement sans qu'on me parle de pouvoir vivre dignement de mon travail, être respecté et être reconnu dans mon travail. Et je pense que si... dans les entreprises, dans les administrations, on réussit à travailler sur ces sujets-là. On répondra également à la problématique du fond, je pense, de notre crise démocratique, qui est le sentiment de ne pas être considéré. Mais c'est une question qui n'est pas une question uniquement française. Je veux dire, les questions du pouvoir d'achat, je veux dire, les autres grands pays européens l'ont connue. Et il y a eu cette question du SMIC européen, c'est-à-dire de se dire, on ne va pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais au moins de faire en sorte que dans chaque pays... Le SMIC en Bulgarie, il est à 300 €. Au Luxembourg, il est à 2000 €. Chez nous, c'est 1600. Comment faire en sorte, justement, qu'on puisse rehausser et de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul à le faire, que ce soit un mouvement global? Alors, c'est ce qu'on l'emporte dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats. La CFDT est très, très investie dans cette confédération qui reprend 195 affiliés à l'échelle européenne. On s'est beaucoup battu pour la mise en place du socle européen des droits sociaux et l'instauration dans chaque pays d'un salaire minimum. Un salaire qui ne soit pas le même, bien entendu, dans tous les pays, mais qui puisse y avoir... Donc, nous, on est les partisans des petits pas. Il faut pouvoir instaurer déjà dans tous les pays un salaire minimum et ensuite pouvoir les améliorer. Mon organisation, la CFDT, on est les défenseurs de la négociation collective. Aujourd'hui, c'est dans les branches professionnelles, dans les entreprises, qu'on doit pouvoir négocier sur les salaires et faire en sorte que, on reste pas scotché au SMIC, qu'il y ait des vraies évolutions de carrière. Et là, la responsabilité, elle est du côté... Mais alors justement, Madame Léon... Elle est du côté de la volonté des employeurs aussi. Mais alors justement, c'est précisément où je voulais en venir. Parce que vous savez mieux que personne que 90% du tissu économique français, ce sont des TPE, des PME. Aujourd'hui, les grands groupes, sans doute les capacités financières de procéder à un échelonnage plus raisonnable, selon vous, des salaires, en tout cas une augmentation. Mais pour beaucoup de petites entreprises, c'est très compliqué. Accorder 100 € d'augmentation, ça coûte 200-300 € à un patron. Et c'est aussi pour ça qu'ils font par prime. Comment est-ce que vous prenez en compte cette réalité pour ne pas dire uniquement les patrons, c'est une réalité, mais derrière votre déroulement, on peut considérer que quand on fait exactement le même travail dans une grosse entreprise ou dans une très petite, on n'a pas les mêmes compétences. Ce sont les mêmes compétences. Moi, j'ai pas dit ça du tout. Et d'ailleurs, souvent, dans les très petites entreprises, il y a beaucoup de polyvalence. On demande aux salariés d'être multicasquettes, de pouvoir faire beaucoup plus de choses. La question, c'est qu'y compris dans les très petites entreprises, il faut que les employeurs puissent reconnaître les compétences et permettre des évolutions, un enrichissement des métiers. Je ne pose pas la question, pardonnez-moi, de la volonté. Je pose la question de la capacité pour des entreprises qui parfois n'ont pas de fonds de roulement, n'ont pas de trésorerie, ne peuvent pas le faire. Pas le profit. La profitabilité détermine la capacité à investir et à augmenter les salaires. Quand il n'y a pas de profitabilité, il n'y a pas de salaire pour le patron non plus. Oui, ça je l'entends. La question aujourd'hui, c'est que dans les petites entreprises, les très petites entreprises, on ne peut pas se satisfaire de dire il n'y a pas d'argent, donc on est le d'accord. dit. Après, nous, on est aussi partisans de l'idée que le partage de la valeur, il se fait lorsque de la valeur est créée. Mais il y a aussi, je pense, du côté des petites entreprises et des moyennes entreprises, une question de partage de la valeur sur l'ensemble de la valeur, de la chaîne de valeur. Moi, on parle des salaires, mais on peut aussi parler de la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants en matière d'emploi. On est face à un défi écologique. On a une filière automobile qui est en train de totalement muter du thermique vers l'électrique. Et j'ai autant vous dire que pour les suivre de près, les salariés des sous-traitants, ils vivent pas du tout les mêmes conditions d'accompagnement. C'est eux qui font l'effort. C'est eux qui. C'est les salariés qui trinquent. Ça, je vous le confirme. Non, mais les boîtes aussi, parce que les grands donneurs d'ordre font porter l'effort sur les fournisseurs. Moi, j'ai un exemple très concret, un équipementier de la filière automobile qui est dans la métallurgie, qui s'appelle Valor, dans les Ardennes. Il va fermer, il explique qu'il n'a pas d'autre choix de fermer. Il se tourne vers l'État en expliquant qu'il a besoin d'argent et d'aide publique s'il veut pour le maintien des deux sites. J'ai un autre exemple, ExxonMobil. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème de profitabilité chez ExxonMobil. Je ne pense pas. Notre-Dame de Gravenchon, il y a le site de Port-Jérôme. C'est plus de 600 personnes qui sont concernées par la fermeture de la raffinerie.
mon syndicat, mon organisation, elle porte ardemment le besoin de transformation écologique. Mais quand on explique à des salariés que c'est pas de reconversion de l'outil de production, qu'il n'y a pas de solution industrielle derrière, et que la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est à minima, c'est inacceptable. Donc il y a quand même une responsabilité des employeurs à pointer. Hier, pendant que vous étiez dans le bureau de Michel Barnier, il y avait le monde politique qui grondait. Pourquoi ? Parce que Michel Barnier a téléphoné à Marine Le Pen, pas pour s'excuser, mais en tout cas pour recadrer un de ses ministres, le ministre de l'économie, qui avait considéré le matin même que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Quel regard vous portez sur cette séquence ? Est-ce que on sait que Marine Le Pen a dit que le gouvernement était sous surveillance du Rassemblement national. Est-ce que c'est acceptable ce qui s'est passé hier selon vous ? Moi, je ne veux pas commenter politiquement ce type d'événement. C'est important. Oui, c'est important. Vous connaissez l'engagement de mon organisation contre les idées d'extrême droite. J'ai été également critique sur le temps, le délai qu'il y a eu entre la fin des élections et la nomination du Premier ministre. J'ai pas de commentaires à faire sur les castings. Ce que je considère, c'est que le Rassemblement national et l'ensemble des partis d'extrême droite, parce qu'ils sont qualifiés tels que, n'ont que pour projet politique la division, la préférence nationale et la stigmatisation d'une certaine partie de la population. Donc, je suis extrêmement claire là-dessus. Il faut les recevoir ou pas à Bercy, selon vous ? Parce que dans un premier temps, le ministre de l'économie dit ça regarde le gouvernement. Lorsque la CFDT organise des événements, elle n'invite pas les responsables du Rassemblement national. Merci. On est extrêmement clairs, nous, sur ce sujet. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.